Ben, merci à vous, merci pour votre invitation à venir partager un projet qui est en cours, des réflexions qui datent un peu plus, mais un projet qui est en cours avec l'agence de l'OEMC, où on essaye justement, on s'essaye à cette intégration de la psychologie sociale et de ce qu'on va appeler les sciences comportementales d'une manière très concrète dans la mobilisation des acteurs et l'incitation à engager des projets de désimperméabilisation ou des projets visant à rendre, comme ça a été dit plusieurs fois, la ville perméable. Donc, c'est dans une perspective d'accompagnement du changement qui est basée à la fois sur des recherches en psychologie sociale, plus largement, on le verra dans d'autres sciences connexes aussi, et qui provient également de l'expérience qu'on a accumulée. Donc, je suis chercheur à l'Université de Lyon, maître de conférences, mais également chercheur associé à la chaire innovation publique, qui rassemble quelques grandes écoles à la fois d'administration, écoles d'ingénieurs, Sciences Po Paris, des écoles de design, pour essayer de comprendre un tout petit peu comment se fait à l'heure actuelle cette innovation publique. Et je représente et je porte un peu la part ce qu'on va encore appeler les sciences comportementales dans le cadre de cette innovation publique. Donc, ce projet-là est aussi une manière de voir comment très concrètement des recherches menées dans les laboratoires peuvent venir alimenter la pratique, et ça rejoint plus largement des enjeux liés au changement de comportement. On parlait de réduction à la source, on parlait du rapport au moustique-tigre, on a parlé, je crois, de beaucoup d'enjeux qui sont en fait des enjeux de changement d'habitude des citoyens, et qui demandent des expertises un peu spécifiques parfois, et de trouver les bonnes méthodes, les bons leviers, les bonnes approches pour inciter à ces changements qui sont à la fois des changements culturels, des changements de perception, des changements de normes, et au final, pas suffisamment souvent, mais on espère que ça va s'améliorer, des changements de comportement. Alors, quand je parle de psychologie sociale et sciences comportementales, les sciences comportementales, c'est l'ensemble des disciplines qui cherchent à comprendre d'où viennent les comportements humains. Alors, pas tant, on n'est pas centré que sur les comportements, on essaye de revenir à leurs sources. Leurs sources, ça peut être les cultures, leurs sources, c'est les perceptions, c'est les représentations, c'est les images sociales, c'est les normes sociales, c'est les dynamiques collectives, les dynamiques de groupe, c'est les attachements au territoire, les rapports à l'espace. Un peu toutes ces dimensions qui vont venir expliquer pourquoi, à un moment donné, on met en œuvre tel type de choix, tel type de décision et tel type de comportement. Ça concerne tout aussi bien les neurosciences sur certains aspects où qui font le lien entre l'environnement et la prise de décision, par exemple. C'est les sciences cognitives qui explorent les mécanismes par lesquels on traite l'information qui nous arrive, comment on la filtre, comment on la retravaille et comment elle alimente nos prises de décision. Et c'est la psychologie sociale, sur laquelle je reviendrai juste après, l'économie qui s'appelle maintenant l'économie comportementale, qui ne constitue pas encore une branche autonome de l'économie, mais c'est en cours, qui a obtenu plusieurs prix Nobel et qui en fait consiste à intégrer les apports de la psychologie en particulier, parfois aussi des sciences sociales, on va dire compréhensives, celles qui sont au plus proches des mécanismes cognitifs et des contenus de pensée, qui l'intègrent au modèle économique, qui en ont diablement besoin, parce que sinon leur science consiste à accumuler la preuve que l'humain ne fonctionne pas tel que l'auraient prévu les modèles économiques de l'agent rationnel, etc. Donc voilà, les sciences comportementales, c'est toutes ces sciences-là qui discutent entre elles et qui constituent petit à petit un champ scientifique, alors je dirais pas où la paix règne, la paix ne règne jamais dans les champs scientifiques, mais en tout cas où les échanges sont nombreux et où on arrive à parler entre nous et à faire un peu d'interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité. Au niveau de la psychologie sociale, on est vraiment donc dans la psychologie, comprendre les modes de pensée, comprendre comment se construisent un certain nombre de perceptions, d'intentions, de motivations et de passage à l'action, mais en rapport avec l'environnement. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les environnements dans lesquels on pense, que ces environnements sont sociaux, ces environnements sont architecturaux, ces environnements sont des environnements de nature, de communication, comment tout ce qui nous entoure va intervenir dans nos
perception, la construction de nos représentations, les émotions, la manière dont on va être affecté, touché, engagé ou pas, motivé ou pas. Et au final, puisqu'on a ces enjeux-là, essayer de comprendre comment et pourquoi se met en place un comportement ou pas. Donc l'idée que le comportement, il relève toujours de la personne que connaît bien le psychologue classique, sur lequel il a tendance à être un peu focalisé, sa personnalité, son histoire familiale, ses rapports à ses parents, etc. On pourrait prendre la caricature du psychanalyste, mais jusque aussi à cette approche qui est aussi individualiste et un peu isolée, qui est celle le fonctionnement du cerveau. On aime bien de nos jours parler du cerveau, parfois en oubliant tous les échanges qu'il a avec un cerveau qui est un peu différent, mais qui est celui de la pensée sociale. Donc tout ça en interaction avec vraiment une dimension très sociale. Et ça nous amène à essayer de comprendre comment les environnements peuvent favoriser ou au contraire défavoriser un certain nombre de prises de décision et de passage à l'action. Alors, je peux évidemment pas là partager tous les acquis de ces disciplines. Ce que je sais, c'est qu'on est souvent surpris du manque de prise en compte de tout ce qu'apportent ces disciplines, en particulier dans le cadre de l'action publique, dans la manière de fabriquer l'action publique, la réglementation et son acceptabilité, l'incitation au changement d'habitude, le partage d'un certain nombre soit d'ambitions, soit de valeurs. Enfin voilà, tout ça, on se rend bien compte que on a peut-être nous manqué notre rôle qui était aussi de partager de manière aussi très concrète cette science-là. Alors là l'idée, c'est vraiment de simplifier pour vous montrer un petit peu comment différents modèles maintenant nous aident à comprendre d'où viennent les comportements, comment ils se construisent et peuvent en même temps être rattachés très facilement à des actions, peuvent aider à repenser un certain nombre d'actions. Dans ce cas-là, il s'agit de la théorie qu'on appelle la théorie du comportement planifié, qui a été développée depuis, mais qui, dans son schéma le plus simple, propose que tout comportement provient d'une intention et que donc tout changement de comportement nécessite un changement de l'intention qui vise ce comportement. C'est-à-dire que l'humain a besoin de construire une intention d'agir avant de passer à l'action, puisque la plupart de nos actions reposent quand même sur nos intentions, nos motivations, etc. Et construire une intention, ça se repose sur 3 éléments principaux qui sont de construire une attitude à l'égard du comportement. Alors une attitude, c'est une perception avec une composante émotionnelle ou de jugement. C'est-à-dire que c'est pas une perception froide, c'est une perception chaude. C'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me donne envie de m'engager? Est-ce que ça me paraît au contraire risqué ou déplaisant? C'est toutes ces formes de représentation, mais qui se rattachent à des émotions et à des engagements de chacun, que ce soit des individus ou des collectifs. On pense beaucoup en groupe aussi, on ne pense pas seulement individuellement. Ensuite, on a les normes, ce qu'on appelle les normes subjectives, c'est-à-dire la perception qu'on a chacun et chacune du caractère plus ou moins normal des comportements. Alors normal, ça veut dire quoi? Normal, ça veut dire courant. Normal, ça veut dire que quand on le réalise, on risque pas d'être montré du doigt d'une façon ou d'une autre. Et normal, ça veut dire aussi que quand on le réalise, on est plutôt bien vu. C'est-à-dire qu'on est sanctionné socialement, on va dire, mais positivement. On a une sanction positive. À l'inverse, un comportement anormal, c'est un comportement qui n'est réalisé presque par personne, pour lequel on est tout de suite très visible et complètement identifié quand on le réalise, parce qu'il se détache de ce que font les autres de manière courante, et puis on serait éventuellement, on court le risque d'être mal vu en réalisant ce comportement. Et puis la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu. La dimension de perception est importante parce que c'est vraiment la facilité perçue, c'est-à-dire à quel point on se sent capable de réaliser un comportement, on le perçoit comme simple, on se sent capable de le réaliser donc, et on se sent capable de le réaliser avec efficacité. C'est-à-dire que quand mentalement on se projette dans le comportement, on se dit « je vais y arriver ». Ça va être relativement facile, ou en tout cas, je vais maîtriser tout ça. Et puis, quand je l'aurai fait, ça va être efficace, ça va produire les effets attendus. Donc, et c'est cognitif, c'est subjectif, c'est pas la facilité réelle, c'est la facilité perçue. Et on voit dans ce modèle-là que tout ça est alimenté par des facteurs environnementaux. Ça tient pas juste à la pensée de chacun, c'est aussi les indices que nous donne notre environnement de décision. Toute personne qui a ouvert une notice Ikea pour monter un meuble a une première réaction qui était de dire c'est visiblement pas si simple que ça. Et heureusement, c'est ça qui fait la valeur
qu'on affecte à nos meubles Ikea, c'est en partie de la difficulté qu'on a eu à les monter. Bref, c'est d'autres effets psychologiques sur lesquels on pourra éventuellement revenir. Donc ça bâtit une intention. Après, on sait tous que l'intention ne fait pas le passage à l'action et qu'il y a à nouveau des facteurs environnementaux qui sont là pour freiner ou au contraire faciliter le passage de l'intention à l'action. Et on a une vraie problématique de ce gap, de ce fossé entre l'intention et l'action. On a beaucoup de gens qui se disent prêts à agir, qui se disent sensibilisés, qui ont même les connaissances, qui ont même parfois l'intention, disent, j'ai bien l'intention de faire ça, et puis on les recontacte quelques temps après et ça a toujours pas bougé, toujours pas. Donc vraiment ce moment du déclic qui fait que on est prêt mentalement et qu'on passe à l'action. Et ça, c'est à l'heure actuelle un vrai sujet qu'on a eu l'habitude de traiter dans le domaine de la santé depuis une cinquantaine d'années, parce que tout le monde connaît les causes du cancer, ou en tout cas les plus évidentes. Tout le monde sait ce qui est mauvais pour la santé, ce qui est plutôt bon. Néanmoins, ça fait pas de nous tous de parfaits modèles de comportement positif pour la santé. Donc, il y a des choses qui proviennent pas simplement de la connaissance et de la motivation, mais aussi de la capacité de l'environnement à nous aider. Alors du coup, on a voulu intégrer un petit peu toutes ces connaissances à l'analyse de ce qui pouvait freiner ou au contraire inciter à l'émergence de projets de désimperméabilisation des sols ou de projets intégrant une gestion dite alternative, une gestion un peu différente des eaux pluviales. Et ça, avec le partenariat et financé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui nous accompagne, Cathy Pogère en particulier, qui est en première ligne sur ce projet-là, et qui a une vocation aussi de tester, d'aller voir qu'est-ce que ces sciences-là peuvent nous amener en termes d'action. Donc, c'est un projet qui est en cours, une grande partie est passée. Vous verrez qu'il reste une partie à réaliser. Les résultats ne sont pas encore là, mais on espère les avoir dans l'année qui vient. Alors, quand on mène des projets de ce type-là, la première étape qu'on va suivre, c'est se demander qu'est-ce qui, dans la littérature, en psychologie, en neurosciences, en sciences cognitives ou en économie comportementale, peut nous informer sur le rapport que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs à cette problématique qui touche à la fois à l'eau, qui touche à la fois à l'espace urbain, qui touche à la fois à la préservation d'un certain nombre de ressources et à la question de la présence de la nature en ville, mais pas que. Alors, il y a des choses qui ressortent assez rapidement sur les représentations de l'eau qui, chez l'humain, sont d'abord utilitaristes. C'est une vieille histoire entre l'humain et l'eau, que le fait que l'eau est d'abord perçue comme quelque chose qui doit nous servir et qui trouve sa valeur d'abord dans l'utilité qu'on peut en avoir. Et du coup, avec une attitude liée à l'eau qui est d'abord liée à sa préservation, c'est-à-dire l'aspect un peu quantitatif qui va jouer d'une part sur le fait qu'il faut préserver des quantités d'eau pour justement son utilité, et d'autre part le volet qualitatif qui est le volet de la préservation de la qualité de l'eau pour éviter des problématiques de santé et autres. Donc on a vraiment cette approche, mais qui est d'abord utilitaire, c'est-à-dire c'est pas l'eau pour la nature ou les arbres, c'est pas l'eau pour les animaux, c'est pas l'eau pour l'écosystème, c'est l'eau pour l'humain. Donc c'est un peu anthropocentré comme approche de l'eau. Il y a des clivages aussi, on sait que l'eau est un objet qui stimule et qui actualise des représentations qui sont très clivées, c'est-à-dire qu'il y a l'eau claire et il y a l'eau dormante, et que c'est anthropologiquement des approches de l'eau qui sont très catégorielles et qu'on a du mal avec une eau dont on ne saurait pas trop dire si elle est stagnante ou si elle est ou si au contraire elle file, si elle est claire ou si elle est plutôt dormante, si elle est propre ou si elle est sale. Et ça active des modes de représentation extrêmement contrastés, et ça explique en partie certaines réactions par rapport à des aménagements qui sont des aménagements qui mettent en visibilité l'eau et qui vont être extrêmement bien accueillis le jour où l'eau est claire et extrêmement mal accueillis le jour où l'eau n'est plus claire et où elle va activer des formes de représentation très contrastées. Et ça appelle autre chose, ça appelle le fait que l'eau est un sujet émotionnel, est un objet émotionnel, et qu'on a du mal à parler de l'eau de manière froide, même de l'eau froide, si j'ose dire. On va en parler de manière chaude, de manière affective, de manière engagée. Et on verra plus tard, même sur la question de désimperméabilisation, une fois passé la barrière de ce mot qui cherche à refroidir absolument les représentations parce qu'il est complexe, il est incompréhensible, il est très difficile à utiliser, on se rend compte que les émotions reviennent très très vite.
Ce que montre par ailleurs la littérature, c'est que la gestion des eaux pluviales et de l'eau en ville, elle se nourrit à des sources motivationnelles différentes et que les acteurs partagent des approches assez contrastées. Là encore, il y a des approches qui sont des approches qu'on appelle promotionnelles, c'est-à-dire des approches qui vont être basées sur des motivations d'amélioration de la qualité, d'aspiration à des buts qui sont très positifs, de développement, du bien-être, etc. Là où on a d'autres modes de représentation qui ont leur cohérence aussi, mais qui sont plutôt des modes de représentation qu'on va appeler préventionnels et qui visent à gérer les eaux pluviales et l'eau en ville comme une prévention des risques, une prévention des problèmes, une limitation des difficultés ou des coûts. Et ça, c'est deux approches qui vont avoir du mal à s'entendre d'une part, et quand on va approcher des acteurs pour les sensibiliser à ce sujet-là, sur un volet de représentation, alors que l'acteur, lui, il est sur un autre volet de représentation, ce que montrent les travaux, c'est que c'est pas simplement ineffectif, c'est que c'est dissuasif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura parlé avec la personne, elle aura encore moins envie d'aller vers ce sujet-là que ce qu'elle avait avant. Il aurait mieux fallu pas lui parler du tout, plutôt que de lui parler à l'inverse de ce système profond de représentation. Alors qui se construit sur tout un tas d'éléments, etc. Alors on a ces orientations, on sait aussi qu'on a des temporalités différentes, qu'on a des acteurs qui sont sensibles au long terme pour tout un tas de raisons là encore, là où d'autres acteurs vont être plutôt focalisés sur du court terme, et on sait que les aménagements un peu dits alternatifs ou qui ont cette capacité à permettre la perméabilité ont des rapports au temps qui sont un petit peu différents. La livraison est différente, il faut des pouces, le rapport à la nature est pas tout à fait le même, l'immédiateté est pas tout à fait la même, et une volonté d'un résultat immédiat ou alors la capacité à supporter un peu des choses qui prennent un peu plus de temps en se projetant vers le long terme, là encore, ça va créer des rapports assez différents à ces projets-là. Pareil, le rapport à l'espace ou encore le rapport à ce qu'on appelle la surface sociale, c'est-à-dire à quel point un acteur va se projeter sur un projet urbain vraiment fermé sur lui-même dans son espace restreint, ou alors va se projeter vers une interdépendance des espaces, va être capable d'avoir une logique de réflexion en réseau avec l'amont, l'aval relativement étendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en psychologie, ces différents éléments vont ensemble. C'est-à-dire ces espèces de syndromes. Il va y avoir un syndrome plutôt fermé, c'est-à-dire sur du court terme, sur un espace relativement restreint avec peu d'interdépendance et qui aura tendance à se focaliser sur des enjeux plutôt de prévention. Et on sait que par ailleurs, on a une espèce de syndrome qui est un autre syndrome, mais qui est plutôt centré sur capable de se projeter dans le long terme. Ça ne peut pas dire que l'autre est incapable. Hein. Attention, parfois le long terme, celui qui est capable de se projeter vers le long terme est incapable de penser au court terme. Et des fois, ça peut lui coûter cher aussi, mais qui est plutôt voilà sur ce long terme, sur cette promotion, viser des aspirations plutôt positives en se projetant dans des espaces élargis et dans une logique de réseau très très large. Et du coup, parler de la même façon à tous les acteurs, c'est juste pas possible. Ça court le risque vraiment d'aller à l'inverse. D'autre part, il y a cette question de normalité, de ce qu'on appelle les stratégies de mainstreaming, c'est-à-dire comment on rend quelque chose qui est dit alternatif pendant un temps, comment on transforme culturellement, en termes de normes et de pratiques concrètes, quelque chose qui était alternatif en situation principale ou en solution principale. Et c'est vraiment une logique particulière. Il y a pas mal de travaux là-dessus, et ça passe par tout un tas de stratégies qui consiste à faire d'un choix qui est un choix vraiment actif, qui est un choix difficile, qui doit être un choix raisonné, un choix qui en fait va devenir l'option par défaut. Faut s'imaginer que là, pour le moment, on est encore dans une situation où les techniques dites normales, dites classiques, sont l'option par défaut, et les autres techniques alternatives demandent un choix actif, un effort supplémentaire. Je parle même pas de l'effort du coût, etc., ou des efforts de recherche de solutions, etc. Je parle juste de l'effort de considérer le sujet. C'est un effort actif, là où l'autre sujet est par défaut, et on sait la force que ça peut avoir quand l'humain est stressé, pressé, quand il y a une multiplicité d'acteurs ou quand le sujet est complexe. Il y a d'autres recherches qui montrent aussi que approcher les acteurs sur un design sensible à l'eau, on va dire, dans les projets urbains, gagne à s'adapter au niveau d'engagement, c'est-à-dire à décliner les approches en fonction du niveau d'engagement, c'est-à-dire du niveau de sensibilité préexistant. Comment on fait pour le mesurer, l'établir, comment on se dote d'outils pour ajuster, et comment on mesure la capacité de cet ajustement à effectivement amener et engager les différents acteurs, hein, citoyens, porteurs de projets, collectivités, etc. Et puis, une dernière chose qui ressort quand même de la littérature, c'est les inégalités socio-spatiales liées à la gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire, tous ces éléments-là font quand même
que certains acteurs sont plus sensibles, sont plus prêts à accepter, ou que certains élus anticipent moins de résistance de la part de leurs concitoyens et de la part des habitants, et qui font que la répartition des projets de désimperméabilisation n'est pas aléatoire. Elle n'est pas aléatoire parce qu'en fait, elle a tendance à se concentrer soit dans des quartiers où le foncier est pas cher du tout et sur lequel il y a peu d'enjeux parce qu'il y a peu d'engagement habitant, soit sur des quartiers où au contraire il y a un fort engagement habitant dans le sens de on veut plus de nature, etc. Les quartiers de l'entre-deux, comme d'habitude, courent le risque d'être beaucoup moins dotés en projet de désimperméabilisation. Ça veut dire plus fort risque d'îlots de chaleur, ça veut dire tout un tas d'éléments qui peuvent générer là encore des inégalités socio-spatiales qui ne seront pas aléatoires, qui vont venir conforter des inégalités socio-spatiales déjà existantes. Alors, deuxième élément auquel on se nourrit dans ces démarches-là, c'est le regard des acteurs. Et là, vous le connaissez, les freins liés au manque de transversalité, aux temporalités des projets. Et ça, la psychologie connaît ça très bien. Quand on est très loin des projets, qu'on se projette très loin, on est capable de penser des choses très nouvelles, très différentes. Et quand le mur arrive et quand les échéances se rapprochent, même si ça n'est que cognitivement, d'un seul coup, on dit bon, tout ce qui est un peu farfelu, on va l'oublier, on va se refermer et se retourner vers les solutions les plus sécures et celles qui évitent le plus le risque. Et ça, c'est presque un management psychologique des projets, c'est-à-dire comment garder la vision du long terme quand les échéances s'accélèrent et que les problèmes s'accumulent. Des incitations qui sont pas toujours les bonnes, des enjeux d'identité professionnelle, de sentiment de compétence, des perceptions des risques aussi, et puis des normes qui sont défavorables. Rapidement, oui, il me reste 5 minutes. J'ai aperçu la suite et il va falloir accélérer un petit peu. Je vais accélérer, ça va plus vite. Ce qui me paraît plus nouveau peut-être et plus intéressant peut-être, c'est comment les citoyens eux-mêmes en parlent. Donc on a organisé un certain nombre de groupes de parole autour de la désimperméabilisation des sols, ce qui autant dire était un sujet, évidemment on l'a pas présenté comme ça, sinon on n'aurait eu personne. Donc on l'a présenté comme parler de la ville et parler de l'environnement. Et donc on a commencé à aborder le sujet. On a commencé à essayer de comprendre ce qu'était le cycle de l'eau en ville pour les gens en général. Et on s'est rendu compte que on a tous en tête le cycle de l'eau qu'on a appris à l'école et que quand on a besoin de l'appliquer à la ville où les choses sont un petit peu différentes, on a une représentation extrêmement biaisée qui passe de la pluie à des tuyaux, mais qui dans l'entre-deux a du mal à considérer la circulation verticale, c'est-à-dire cette idée de perméabilité, d'infiltration. Donc tout ce moment vertical de la présence de l'eau en ville est un peu perdu ou absent ou très difficile à se représenter. Il y a une image qui est complètement idéalisée, très émotionnelle des espaces désimperméabilisés, c'est-à-dire montrer un espace de béton infiltrant, c'est quasiment une rupture cognitive, une dissonance cognitive très forte. Ah non, un espace perméable à l'eau, pour nous, ça doit être un espace de nature, sinon ça n'est pas un espace perméable à l'eau. Il y a une approche très émotionnelle, un vrai scandale ressenti par les participants à apprendre qu'en fait l'eau pluviale rejoignait les eaux usées dans un traitement centralisé, que ça pouvait exister, mais ils étaient mais vraiment scandalisés. Et c'est des groupes, les gens se sont rencontrés ensuite, ont voulu continuer à se rencontrer, à continuer à parler de ça et à en parler autour d'eux. Enfin, c'est un sujet qui les a emmenés, on en fait beaucoup sur plein de sujets. Ce sujet-là les a vraiment mobilisés. Quand ils ont compris ça, vraiment, ça les scandalisait vraiment. Donc, il y a vraiment un levier émotionnel. Quand on parle de la ressource en eau et puis de ce qu'on peut de manière active faire par rapport à l'eau, on a tout de suite une focalisation sur la récupération. Donc, l'idée d'aller poser des choses pour récupérer l'eau de pluie, etc. Donc, bien cette idée que ce qui s'infiltre est peut-être perdu pour l'homme à un moment donné, si c'est pas récupéré d'une façon ou d'une autre. Et puis, les dangers de l'eau dormante, les moustiques, bien sûr, ou les dangers de l'eau débordante. Les gros focus group ont parfois eu lieu sur des territoires où des inondations étaient récentes. Et bon, voilà, cette idée que l'eau peut manquer ou que l'eau, au contraire, est trop présente. Donc, du coup, quand on a vu ça, l'idée étant quand même de créer des actions concrètes, comment on fait ? On reprend les modèles et on se dit, voilà, on a différentes choses sur lesquelles on peut agir. Sur l'image, c'est quelle représentation on a du cycle de l'eau en ville et comment on rend visible des espaces rendus perméables parce qu'ils sont pas visibles. Les gens savent pas dire autour d'eux
où sont les espaces perméables. C'est activer la norme, c'est-à-dire montrer que ça existe, que c'est de plus en plus perméabilisé et que c'est quelque chose de croissant et que si on y va, on n'est pas à contre-courant. Au contraire, le risque devient de ne pas aller sur ces stratégies-là et aussi de favoriser des mobilisations citoyennes par ces effets de prise de conscience. Et puis sur la facilité, c'est l'option par défaut. Comment faire pour que les stratégies dites alternatives deviennent les stratégies qu'on considère d'emblée, et il faut réfléchir pour considérer les autres, et comment on montre que d'autres y sont arrivés, et ils sont arrivés facilement. Et pour ça, passer de l'intention à l'action, c'est aider à l'anticipation et trouver des bonnes incitations. Alors, comment on a fait? On a fait un groupe à partir de ces éléments-là. Hein. On a fait, je vous simplifie vraiment, on a fait un groupe créatif. Alors, vous n'avez pas toutes les solutions parce que je veux pas tout spoiler ou divulgacher, on va dire, avant que les solutions soient complètement développées. Mais d'une part, on va intervenir dans les espaces urbains pour faire apparaître la circulation verticale de l'eau, c'est-à-dire qu'elle doit devenir plus visible. On a planqué les gouttières, on a planqué partout où l'eau pouvait circuler. Donc, comment remettre ça en visibilité de manière à sensibiliser et à refaire apparaître cette verticalité qui va sensibiliser à la présence des sols? Comment on reproblématise la logique du tuyau, comment on la rend moins naturelle, moins évidente, comment on sensibilise à l'eau répandue d'une autre façon qu'en faisant penser que c'est une dysfonction de l'espace urbain, mais en la faisant retrouver sa normalité, sa présence plutôt précieuse. Et ensuite, comment on sensibilise aussi aux conséquences des sols perméables, à la fois avec la question de la fraîcheur, la question de la présence de la nature, etc. Et comment on arrive à remettre en visibilité et en sensibilité ces éléments-là. Deuxième élément, c'est s'ajuster aux représentations des acteurs. Pour les porteurs, pour ceux qui cherchent à inciter à ces projets-là, comment on arrive à comprendre dans quelle représentation est une collectivité, un porteur de projet, un aménageur, etc. Comment on identifie dans quelle représentation il se trouve à un moment donné et comment on a les outils qui nous permettent d'ajuster la manière de présenter les projets, d'inciter, de sensibiliser en fonction de l'état motivationnel des personnes ou des collectivités auxquelles on s'adresse. Et ça, c'est une boîte à outils qu'on est en train de concevoir où les éléments de langage, de communication, les exemples qu'on prend, la manière dont on va utiliser des arguments va varier selon l'interlocuteur auquel on s'adresse. Et la dernière chose, modifier l'option par défaut, rendre l'alternative normale, c'est-à-dire comment créer une fiche navette, par exemple, dans les projets qui fait qu'on doit se poser et chaque acteur doit avoir considéré la possibilité de la désimperméabilisation dans la fabrique et la réalisation d'un projet urbain. Comment organiser les référentiels, les documents, les listes de commandes pour faire en sorte que les techniques et les solutions alternatives remontent et soient les premières qui soient proposées et qu'il faille faire un petit effort pour aller chercher les autres. Comment on fait pour rendre l'usage des techniques classiques plus, non pas difficile, mais moins évidente parce qu'on va devoir justifier. Donc maintenant, on n'aura pas à justifier ou on essaye de faire en sorte de rendre moins justifiable la désimperméabilisation et de demander des justifications à la non-désimperméabilisation. Et ça renverse aussi un peu l'architecture de choix. Et puis, on active la norme par le partage de cartographie, etc., qui peuvent permettre de montrer que ça se réalise et ça se réalise de plus en plus. Tout ça va être expérimenté. J'espère que les travaux dérangent pas trop. Tout ça va être expérimenté prochainement, donc on va tester sur un certain nombre de territoires. Peut-être que ce sera mieux comme ça. On va tester sur un certain nombre de territoires en comparant des territoires où on aura engagé ces actions à des territoires dans lesquels on n'aura pas engagé ces actions et on va mesurer la sensibilité, le nombre de projets engagés, l'intention d'engager ces projets, les représentations de l'eau, etc. Donc on va se donner les moyens de mesurer concrètement ce qu'on a produit sur des territoires. Tout ça aussi consiste, et pas simplement à trouver des actions très pragmatiques, mais aussi à former un acteur public à ces sciences-là, à l'intégration dans ses process, dans ses projets, dans sa communication, dans la conception d'actions, avec des outils très simples, des jeux de cartes, etc. Donc notre action consiste aussi à former, et on fait plusieurs formations à la fois à différents endroits pour montrer comment ça paraît parfois peut-être très complexe, mais on peut commencer petit par intégrer des choses assez simples et puis petit à petit on se forme et on arrive à l'intégrer. Et il y a des retours d'expérience un peu dans beaucoup de pays maintenant
sur l'intégration des sciences comportementales, de ces apports-là dans l'action publique. On y travaille au niveau national, on y travaille avec des ministères. Il y a des collectivités qui s'engagent dans la région Rhône-Alpes sur l'intégration de ces savoirs-là pour l'ensemble de leur politique publique liée au changement de comportement. Donc, on commence à avoir du retour d'expérience important sur ces sujets-là, et avec des cadres éthiques du coup qui ont été construits pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi non plus, qui cherchent à produire de l'autonomie des acteurs, de la pédagogie, qui se font en toute transparence, et puis surtout qui produisent de l'évaluation. J'ai terminé, c'est des actions qu'on réalise à la fois en lien avec la recherche, aussi en lien avec des cabinets d'études, et un cabinet que moi j'ai monté qui accompagne sur ces sujets-là de manière un peu plus souple que les projets de recherche, ou pour des choses qui n'ont pas forcément vocation à être des projets de recherche. Et il y a un certain nombre de retours d'expérience dont on pourra reparler, entre autres sur les moustiques, ou alors sur la réduction du plastique à la source, et qui en fait font appel un peu aux mêmes dimensions qu'on a vues sur la question de la désimperméabilisation. Merci.